Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Pauline qui va nous parler de psychoéducation. Donc comme à chaque fois, si vous regardez en live et que vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre en commentaire pour qu'on puisse y répondre tout de suite. Et si vous regardez en replay et que vous avez des questions aussi, vous pourrez aussi les mettre en commentaire et on y répondra, mais du coup par écrit. Alors je vois que Pauline arrive, comme à chaque fois. Tu peux nous les mettre en commentaire et on y répondra tout de suite. Et encore une fois, pour les autres qui regardent en replay, vous pourrez les mettre aussi. Hello Coralie, deux Coralie qui regardent. Hello Pauline, comment vas-tu? Eh bien, ça va bien. Ça va même très bien. Ah, mais tant mieux. Du coup, je disais juste, voilà, aux gens qui regardent là, on a Coralie et Coralie qui sont là, si elles ont des questions, elles peuvent nous les mettre en commentaire. Et sinon, que les gens qui regarderont en replay pourront aussi mettre en commentaire et là, on y répondra par écrit. Alors, première question, c'est peut-être celle qu'on aime le moins, mais voilà, je trouve que c'est quand même important. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans, j'habite dans la région de Namur. J'ai été instite pendant 10 ans et c'est un peu suite à ça et grâce à ça que je suis arrivée dans la psychoéducation. Voilà, je me suis formée il y a un an et tout au long de cette dernière année encore. Et voilà, je, je, je travaille dans la psychoéducation depuis un an maintenant dans un centre pluridisciplinaire. Super. Justement, qu'est-ce que c'est la psychoéducation? Tu vois, par exemple, moi, je connais pas spécialement, donc je suis curieuse aussi de découvrir ce que c'est. Et bien en fait, via la psychoéducation, j'accompagne des enfants et des jeunes, des ados, euh, à se sentir mieux, à mieux se connaître, à avoir une meilleure conscience de soi. Et puisque quand on a une meilleure conscience de soi, ben on a une meilleure maîtrise de soi aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver des trucs et des astuces très concrètes pour pouvoir gérer ses émotions, pour pouvoir booster l'estime de soi et parfois aussi travailler sur les habiletés sociales qui ne sont pas toujours choses aisées, surtout pour le public d'enfants 10. C'est surtout avec ce public-là que je travaille. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de les accompagner à prendre conscience de leur potentiel et se fixer des petits objectifs pour pouvoir dépasser les obstacles qu'ils rencontrent à ce moment-là. Ok. Hello à tous, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent. Clara, Charlotte, Emeline, hello, hello tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Du coup, si je comprends bien, c'est plutôt tourné vers les ados, les enfants. Est-ce que ça se fait aussi avec les adultes? Alors, ça peut se faire aussi avec les adultes, mais moi, je suis institutrice primaire de base et j'aime vraiment le public enfant. En fait, c'est le public avec lequel je me sens bien. Donc voilà, moi, j'ai fait un choix pour travailler avec ce public-là, mais ça peut tout à fait s'appliquer aussi pour les adultes et j'applique moi-même certains des outils que je propose aux jeunes. Ils sont tout à fait transférables pour les adultes aussi, bien évidemment. Ok. Non, c'est parce que je me disais, tu vois, comme il y a le mot éducation, on pourrait se dire, l'éducation, c'est peut-être plus justement pour les enfants. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Et donc, tu disais, c'est plutôt, ça aide surtout les personnes. Alors, je dirais 10, c'est ça, mais je suppose que ça peut aussi aider un enfant qui n'a pas de. Parce que 10, c'est tout ce qui est dyscalculie, dyslexie, c'est ça? Oui, c'est tout ce qui est trouble de l'apprentissage. Mais oui, on peut tout à fait appliquer, enfin, utiliser la psychoéducation pour les enfants lambda, je vais dire, qui ne rencontrent pas de troubles de l'apprentissage. C'est juste que les enfants qui ont un trouble de l'apprentissage, très souvent, ils sont quand même fragilisés au niveau de l'estime de soi et la gestion des émotions est compliquée. Donc, c'est un public avec lequel on travaille beaucoup, mais ce n'est pas le seul voilà, avec lequel on peut travailler, quoi. Mhm. Et au niveau par exemple, de la gestion des émotions, comment ça se passe? Tu vois, est-ce que vous proposez je suppose que c'est un suivi, c'est pas une séance déjà, je suppose. Donc C'est déjà, vraiment c'est un c'est accompagnement. un suivi. Oui, oui, tout à fait. Je dirais qu'il faut, enfin, ça, tout dépend des situations, hein. Elles sont vraiment toutes différentes les unes des autres, mais je dirais qu'il y a entre
entre 3 et 10 séances. Vraiment, c'est très, très aléatoire. Moi, je fais un suivi individuel, mais on peut très bien utiliser certains outils de la psychoéducation dans des suivis alors plus de groupe. Mais voilà, moi, je me sens mieux en individuel. Donc voilà, c'est aussi un choix que j'ai fait. Et, Ok. et voilà. Et alors, peut-être, tu vois, un peu expliquer, par exemple, la gestion des émotions, comment... Alors, je sais pas si tu sais peut-être donner un exemple ou quoi. Peut-être, tu vois, pour les gens qui écoutent, qui comprennent, ou peut-être, qu'est-ce qui amène aussi, tu vois, qui peut être intéressant, qu'est-ce qui amène, tu vois, les parents, du coup, qui amènent leurs enfants à consulter, parce que ça peut peut-être aussi aider, tu vois, des parents dont peut-être les enfants, voilà, ont du mal avec leurs émotions, l'estime d'eux-mêmes, mais qu'eux-mêmes s'en rendent peut-être pas compte, tu vois. Oui. Après, en général, c'est quand même des parents qui s'en rendent compte parce que du coup, cette gestion des émotions, elle a une influence directe sur la vie de tous les jours et sur l'ambiance générale de tous les jours. Et puis, quand on est parent, on est quand même assez sensible à ce que vivent nos enfants. Donc, on est quand même souvent alerté par ce qui va et ce qui va pas. Euh, et donc voilà, je rencontre la première fois les parents et l'enfant et on fait vraiment un topo de la situation pour voir un petit peu d'où vient l'enfant, ce qu'il vit actuellement, quelles sont ses forces et ses faiblesses et quelles sont les demandes aussi. Quelles sont les demandes, quelles sont les attentes pour voir si les outils que moi j'utilise pourraient rencontrer leurs difficultés ou pas. Euh, et puis ensuite, une fois que cette première séance a eu lieu, je vois l'enfant en individuel plusieurs fois au cabinet. Et là, les séances sont vraiment très aléatoires aussi en fonction du profil. Euh, Parfois, on part d'histoire, parfois, on part de jeu, parfois, on part directement de ce que l'enfant amène et raconte de ce qu'il a vécu lors de sa journée ou quelques jours avant. Parfois, on reste dans mon bureau. Ah, attends, parce que je ne t'entends plus. Je sais pas si... Ah voilà, voilà. Oui, c'est parce qu'il y a eu deux, trois trucs, tout d'un coup ça avait coupé, on n'entendait plus le son, mais là ça va. Et donc voilà, je disais que parfois on reste au sein du cabinet, parfois on va dehors, tout dépend vraiment du profil de l'enfant ou du jeune. Et en termes de gestion des émotions, même, moi j'aime vraiment l'idée de partir d'abord des sensations physiques. Qu'est-ce qui nous traverse concrètement dans le corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la gorge? Est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre? Est-ce que mes mains tremblent? Enfin voilà, on identifie vraiment des signes très corporel en fait. Et puis ensuite, on essaye d'identifier le plus précisément possible l'émotion qui, euh, qui est liée à ces signes corporels. Euh, Après, cette précision dans le nom de l'émotion, elle est aussi propre à l'âge de l'enfant. Pour les tout jeunes, on reste vraiment dans les émotions de base. Et plus on grandit, plus on essaye vraiment d'affiner ce qu'on vit. Et puis, ben, on essaie vraiment d'aller au-delà aussi de l'identification de l'émotion et on essaie vraiment de voir quel est le besoin qu'il y a derrière. Parce que si c'est une émotion agréable, c'est que c'est un besoin qui a été assouvi. Et donc, ça, c'est chouette d'en prendre conscience aussi. Et quand c'est une émotion désagréable, ben, on essaie de voir qu'est-ce qui nous manque, en fait, pour se sentir bien. De quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir traverser cette émotion? Quel est le message, en fait, de cette émotion? Mhm. Et donc voilà, c'est vraiment de passer par ces trois étapes et on adapte le matériel et la manière d'y arriver en fonction de l'âge de l'enfant de ses compétences en fait. Ouais, ok. Hello Audrey, Amandine et d'autres personnes. Donc encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Euh, du coup, si je comprends bien, ça se passe aussi parfois un peu comme des jeux. C'est ça, pour rendre aussi agréable, parce que quand c'est des enfants, je suppose, rester peut-être assis une heure sans bouger, c'est pas trop ce qu'ils ont envie, quoi. Et justement, Oui, pour aller voir tout ce qui est émotion et la connexion au corps, c'est aussi avec le mouvement. Je sais pas si parfois il y a des exercices du coup en mouvement ou quoi. oui, parfois j'utilise certaines postures de yoga aussi. Vraiment, tout dépend du profil de l'enfant. J'aime beaucoup les histoires. Moi, je suis vraiment très sensible aux mots et donc j'ai tout un panel d'histoires dans ma bibliothèque qui sont disponibles. Et donc voilà, je varie vraiment.
les supports en fonction du jeune que j'ai en face de moi. Euh, J'aime beaucoup les images aussi. J'ai une autre casquette de photographe, donc évidemment les images, je les utilise aussi dans, via la psychoéducation. Euh, voilà, les supports sont vraiment variés. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des témoignages, ça peut être un livre, ça peut être un jeu. Mais, euh, mais l'idée, quand même, c'est que l'enfant ou le jeune soit dans le plaisir, parce que souvent, quand ils viennent ici, c'est que bah, il y a quand même quelque chose qui va pas. C'est rare quand on consulte quand tout va bien, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Et donc l'idée, c'est qu'ils soient aussi dans le plaisir à ce moment-là, qu'on aille toucher des choses profondes, certes, mais rester quand même dans quelque chose de ludique et agréable aussi surtout avec les jeunes enfants. Oui, parce que, comme tu dis, ils viennent pour se sentir mieux. Donc, si c'est pas agréable, ben, ils auraient aussi tendance à vouloir arrêter. Tandis que ben, si c'est sous forme de jeu et tout, ça leur donne, enfin, ils n'ont pas l'impression peut-être de justement, voilà, travailler, cheminer sur eux et que c'est agréable, c'est des jeux. Et ça Ouais. leur donne envie de revenir aussi te voir. Quand tu parlais d'image, je me demandais, c'est peut-être un cliché, donc tu peux me dire hein, que c'est pas comme ça. Tu vois, parfois on voit dans certaines séries quand c'est des enfants agressés, tu vois, que la police elle vient, on leur fait voir un psychologue qui leur fait dessiner par exemple parce qu'ils n'arrivent peut-être pas toujours avec des mots à exprimer ce qui s'est passé. Est-ce que par exemple ça pourrait être aussi, tu vois, quelque chose qui se passe ou en fait quand tu dis c'est des images, c'est plutôt toi qui montres des images, tu vois? Oui, c'est plutôt moi qui amène une banque d'images que je dépose soit sur le bureau, soit sur le tapis en fonction d'où on est. Et souvent, je fais sélectionner une image ou plusieurs images en fonction du ressenti de l'enfant. Et ensuite, on essaye de verbaliser un petit peu ce choix. Ben, pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Est-ce que ça te parle cette image? Est-ce que ça raconte quelque chose que tu as déjà vécu? Voilà, mais donc, pour pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent par la parole, même si on utilise. C'est pas le support premier, on utilise différents supports, mais enfin, on arrive toujours par le langage et la parole. Et donc, c'est pour ça que moi, je reçois les enfants seulement à partir de 5 6 ans, en fonction de leurs compétences et de leur développement langagier aussi, parce que dans mon approche, c'est quelque chose de fondamental. Ok. Et je me demandais, tu vois, est-ce que ça pourrait arriver que ça soit, tu vois, tu disais hein, tout à l'heure, bah, logiquement, le parent va se rendre compte parce qu'il est connecté à son enfant et tout. Mais parfois, voilà, il y a des parents, ils s'en rendent pas compte pour diverses raisons. Est-ce que ça pourrait être aussi que l'instituteur ou l'institutrice va peut-être se rendre compte qu'il faudrait, tu vois, un accompagnement? Est-ce que ça pourrait aussi arriver que ça soit peut-être via, tu vois, le professeur, du coup, que les Oui. enfants sont conviés Oui, oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai travaillé dans l'enseignement pendant 10 ans et j'ai été dans de nombreuses écoles du Namurois. Et donc voilà, j'ai un visage qui est connu et donc j'ai déjà parlé de mon approche et de ce que je faisais maintenant. Et donc oui, les instits savent un peu que cette approche pourrait être intéressante pour certains enfants. Et j'ai fait le choix aussi de travailler en centre pluridisciplinaire et ça, c'est pas anodin parce que j'aime vraiment l'idée qu'on travaille tous ensemble autour d'un enfant, qu'on l'accompagne à plusieurs. Et parfois, c'est mes collègues alors qui en discutent avec soit l'enfant ou le jeune ou les parents en disant mais quand même, il y a quelque chose qui va pas au niveau de l'estime de soi. Peut-être ça pourrait être intéressant de rencontrer tel ou tel collègue parce que je suis pas la seule à travailler sur les émotions au sein du centre et voilà, on a des réunions régulières une fois par mois pour pouvoir vraiment discuter autour de certains patients qu'on encadre. Et donc là, c'est aussi le moment parfois de se dire, bah, je me demande si toi, tu pourrais pas lui donner un petit coup de pouce, parce que moi, je sens quand même que ça bloque à ce niveau-là. Donc voilà, l'idée aussi, c'était de travailler en centre pluridisciplinaire aussi voilà, pour cheminer tous ensemble Mhm. et que ça soit plus efficace et que ça ait plus de sens aussi. Ouais. Mhm. Intéressant. Et là, je me demandais, alors c'est peut-être plus que tu vas savoir répondre par rapport à ce que tu as déjà voilà, vu. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, tu vois, manque d'estime de lui? Ça, les situations sont vraiment très, très différentes.
C'est vrai que comme on travaille beaucoup avec des enfants 10 qui ont des troubles de l'apprentissage, ben, c'est des enfants qui ont rencontré des difficultés parfois importantes pour accéder aux apprentissages et ils voient le développement différent qu'ils ont par rapport à d'autres copains de la classe. Et donc voilà, ça les fragilise. Alors après, tout dépend aussi des rencontres qu'ils ont faites à ce moment-là. S'ils avaient un instit ou une instit plus ou moins attentif, enfin voilà, il y a une situation familiale qui est davantage soutenante ou non. Enfin voilà, les situations sont très très différentes en fonction du vécu. Ok. Hello Ruby, hello Pauline, hello Cindy. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et comment peut-être on peut aider un enfant, tu vois, quelqu'un qui nous écouterait et dont il se rend compte que peut-être justement son enfant manque de confiance en lui, comment il peut l'aider déjà, tu vois, en tant que parent pour qu'il augmente cette confiance en lui, l'estime aussi qu'il a de lui-même. Comment il pourrait, tu vois, déjà peut-être l'aider si, voilà, il se dit, bon, on va peut-être pas encore aller consulter, mais déjà, tu vois, pouvoir aider l'enfant, comment il Moi, pourrait faire? je pense que déjà la première chose, la base, c'est vraiment offrir un cadre soutenant et sentir que c'est important pour que l'enfant sente que le parent est là. Alors parfois, on n'a pas toujours les bons outils et les mots adéquats, mais lui dire simplement, ben, tu sais, je suis là et tu peux compter sur moi, quelles que soient les difficultés. Je suis là, je suis une personne ressource pour toi et voilà, n'hésite pas à m'interpeller si tu as besoin. Et puis, à part, si le parent n'est pas interpellé, on peut venir avec des faits en disant, mais tu sais, j'observe que dans telle situation, tu agis comme ça. Est-ce que tu te sens plutôt comme ça? Est-ce que tu aurais besoin de telle ou telle chose? Parce que moi, ça me questionne. Voilà, mais offrir vraiment un cadre soutenant pour que l'enfant puisse déjà sentir que le parent est là, ça me paraît déjà être la base, une base très solide, à vrai dire. Parce que en tant que parent, on n'a pas toujours tous les outils ou tous les bons réflexes et c'est ok, c'est pour tout le monde comme ça en fait. Mais voilà, si l'enfant sent déjà que son parent ou ses parents sont présents et sont là pour lui, c'est déjà une base incroyable pour l'estime de soi. Ouais. Là, c'est juste que je me disais, ça ne doit pas toujours être évident aussi pour les parents, parce que bah, quand même dans nos sociétés, tu vois, où parfois certains parents ils partent hyper tôt au travail et rentrent hyper tard, et les enfants sont parfois aussi un peu livrés à eux-mêmes. Ouais. Ben, ça doit pas toujours être évident aussi, je pense, pour les parents, peut-être de se rendre compte de certaines choses, peut-être aussi en plus qu'ils peuvent culpabiliser du fait de pas être présent assez, on va dire, pour leurs enfants. En tout cas, peut-être c'est ce qu'ils ressentent. Mhm. Donc ça doit pas toujours aussi, je suppose, être évident. Ouais. Du Après, moi, coup, ouais. je rassure souvent les parents en disant, bah, on fait tous comme on peut avec les compétences et le temps et l'énergie qu'on a. Et ça, c'est toujours assez fluctuant. Euh, mais ce qui est important, c'est de passer du temps de qualité avec l'enfant. Alors, peu importe que ça soit 4 heures par jour ou que ça soit 30 minutes par jour, euh, je ne suis pas là pour juger et de dire quel temps il faut vraiment passer avec son enfant. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est en fonction du temps qu'on a, de l'énergie qu'on a, c'est vraiment d'utiliser ce temps-là pour avoir un temps de qualité avec l'enfant. Et, euh, et, 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 voilà, quitter son téléphone à ce moment-là, essayer de mettre ses problèmes perso ou pro sur le côté, mais être vraiment là pour l'enfant, lui offrir vraiment un temps de qualité où on est entièrement là. Et même si c'est que 15 minutes par jour, même si c'est que pour l'histoire du soir, bah, c'est pas grave. Il y aura d'autres jours où on aura plus de disponibilité. Mais si on a déjà ce temps-là où on est entièrement là pour l'enfant, bah, ça me paraît déjà pas mal en fait. Mhm. Et puis, comme tu dis, hein, quelqu'un qui passerait 4 heures mais qui est pas présent, il vaut mieux peut-être faire que 15 ou 20 ou 30 minutes pleinement présent. Et Bien l'enfant, il va aussi le sentir. Hein. ouais. Et je suppose aussi que le fait d'être, même comme tu dis, le 15 minutes plein présent au moment de l'histoire du soir, ben, l'enfant, il va aussi se sentir en sécurité. Et le parent connecté à son enfant va peut-être aussi sentir que son enfant est peut-être un peu stressé ou quoi. Il va peut-être aussi pouvoir lui poser des questions. Euh, Tout à fait. ou comme tu dis, avec l'histoire, peut-être que l'enfant va peut-être basculer sur quelque chose aussi et sentir Oui, qu'il peut se confier. ouais.
à son parent, par exemple. Donc, Oui, vraiment. Mieux vaut peu de temps, mais du temps de qualité avec l'enfant que beaucoup d'heures avec lui et finalement ne pas être tout à fait présent, en vrai. ouais, ok. Et juste, je parlais, est-ce que tu vois, il y a des astuces pour aider les enfants de 10 justement qui ont des difficultés d'apprentissage? Est-ce qu'il y a des petites astuces pour les aider ou vraiment, en fait, c'est important qu'ils se fassent accompagner? Ou Je pense que c'est c'est important qu'il propre à fasse chacun? accompagner, mais l'accompagnement peut prendre différentes formes, à vrai dire. Ça peut être juste le soutien du parent, ça peut être de la bienveillance de l'instit qui l'encadre, ça peut être par des personnes, des professionnels extérieurs, tout dépend vraiment de la situation. Moi, je pense vraiment que pour aider au mieux l'enfant qui a un trouble 10, je crois que la première étape, c'est vraiment le rassurer et lui dire, ben, en fait, tu sais, tu as un fonctionnement qui est un peu particulier. Et c'est vrai, et il ne faut pas cacher les choses aux enfants parce qu'ils s'en rendent compte. Et c'est vrai, tu as un fonctionnement un petit peu particulier. Je vais t'expliquer pourquoi il est particulier. Ça, c'est important que l'enfant comprenne ce qui se passe et ce qui se joue. Et lui dire, mais tu sais, tu n'es pas réduit à ce comportement, à ce fonctionnement. Tu es multiple et tu es riche de plein d'autres compétences. Et donc l'idée, c'est aussi de dire, bah, ok, tu as ce fonctionnement qui peut amener certaines difficultés, notamment dans le milieu scolaire, mais tu es aussi riche de plein d'autres choses et plein d'autres compétences. Et donc ça, c'est chouette aussi pour les enfants de leur montrer qu'à l'école, c'est peut-être pas toujours rose, mais qui sont super dans plein d'autres domaines et de ne pas les réduire juste à être élèves, en fait. Mhm. Donc ça me paraît. Oui, qu'ils ont plein Pardon? qu'ils ont plein d'autres talents et que c'est pas parce que parfois on a du mal à l'école Bien qu'ils sûr, peuvent rien dire, quoi. et à l'heure actuelle, c'est vrai que dans notre société ici en Belgique, l'école travaille seulement sur quelques intelligences, mais qu'il y en a plein d'autres et qui ne sont pas du tout exploitées et mises en avant à l'école. Et donc, il y a pas mal d'enfants qui passent un peu qui sont diminués parce qu'ils sont pas du tout mis en avant dans le milieu scolaire, mais en fait, c'est des enfants qui sont incroyables. Mais ça, c'est important de leur rappeler et de lui dire, mais tu sais, au cours de danse, tu as fait un truc, t'as fait un truc incroyable. Ou bien dans la cour de récré, mais tu as été un pote génial pour accompagner ce petit loulou qui allait pas bien. Mais ça, c'est des compétences qui sont riches et qui sont tout aussi importantes que celles qui sont travaillées au sein d'une classe, en fait. Il n'y en a pas une qui est plus importante qu'une autre. Elles sont multiples, elles sont plurielles et c'est important de l'expliquer à l'enfant qui n'est pas juste un élève en fait. Mhm. Ouais. Et, aussi, moi, je me demandais, tu vois, il y a parfois les élèves, tu vois, ils peuvent aussi avoir comme ça des 10, mais que c'est pas, peut-être, comment je vais dire, parce que je pense que c'est par des tests, non, qu'on détermine, enfin, qu'on voit. Donc, ça pourrait être aussi un élève mais qui ne sait pas peut-être qui a ce souci que l'institutrice ou quoi on n'a pas vu et que ça peut être aussi hyper compliqué pour lui euh, Oui, de pas avoir deux mots là-dessus. Et oui. là, il y a quelqu'un qui met Pauline a été la première à expliquer à ma fille Amandine le fonctionnement de son cerveau de TDAH. Elle a bien retenu l'image du policier, c'était hyper important de lui expliquer. Oui, mais c'est vrai que parfois il ne faut pas toujours un diagnostic. Le diagnostic peut aider à comprendre le fonctionnement de l'enfant, mais il n'en faut pas forcément un. Vraiment, tout dépend de la situation et des difficultés rencontrées et de l'encadrement qu'il y a autour, mais c'est pas une nécessité, quoi. Ouais. Moi, c'était plus que je me disais, je suppose à partir du moment où on le sait, l'instituteur, l'institutrice, les parents vont peut-être être plus attentifs et aider, tu vois, l'enfant Ouais, à surmonter que si on ne le sait pas, je me disais peut-être que l'enfant peut se sentir hyper seul, peut-être pas compris. ouais. C'était plus, tu vois, dans ce sens-là que je me disais, ça peut être peut-être encore plus inconfortable, pardon, quand on le sait pas aussi, je suppose. Oui, en fait, tout dépend de ce qu'on en fait de ce diagnostic. Soit on se dit que c'est une piste de lecture et de compréhension et qu'à partir de là, on va aménager les choses pour rencontrer davantage le profil de l'enfant. Et là, c'est vraiment intéressant, mais, euh, mais ça peut l'être moins si alors c'est plutôt vécu
comme une étiquette et comme quelque chose de stigmatisant et de réducteur. Donc vraiment, tout dépend de ce qu'on en fait, en Mhm. fait. Ouais, ok. Et du coup, parce que tu disais les profils 10, et là, du coup, Pauline, non, attends, c'est le prénom. Après, je ne sais pas du coup, c'est quoi le prénom, si c'est Arjadine. TDAH aussi, alors tu accompagnes aussi les enfants, par exemple, qui ont ça? Oui, c'est un trouble de l'attention. En fait, ça fait partie des troubles de l'apprentissage. Et donc voilà, il y a différents troubles de l'apprentissage, hein, dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, j'en ai oublié un. Et voilà, il y a aussi troubles de l'attention. Donc les profils sont vraiment multiples. Et puis, bah, ça serait pas. Voilà. En général, les enfants ont même plusieurs troubles 10. Alors, on ne sait jamais quel est, ou on ne sait pas toujours, je ne veux pas dire qu'on ne sait jamais, mais on ne sait pas toujours quel est celui qui prime et qui peut peut-être engendrer d'autres difficultés. Mais, euh, mais voilà, ce qui est important, c'est plutôt. C'est pas vraiment les mots qu'on met là-dessus, c'est plutôt d'être alerte aux différents signes, aux différentes difficultés que rencontre l'enfant pour pouvoir vraiment adapter les choses pour rencontrer davantage son profil. J'ai pas envie de dire son profil d'apprenant parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage, mais j'ai envie de dire son profil tout court en fait, son profil affectif, son profil d'apprentissage, son profil relationnel, enfin voilà, son profil au sens large. Mhm. Ça me paraît important de vraiment de ne pas avoir les yeux uniquement sur les apprentissages, mais de pouvoir voir la situation plus globalement. Et d'où l'intérêt aussi de réfléchir à plusieurs sur la situation et d'avoir un œil multiple sur la situation. Que ça soit l'œil du parent, l'œil de l'instituteur, l'œil de la logo, l'œil des copains parfois, enfin, mais en tout cas d'avoir vraiment les observations des différentes personnes qui gravitent autour de l'enfant et du jeune. Et évidemment, l'œil du jeune, ça c'est la base de chez base, mais voilà, je pense que c'est vraiment riche quand on est à plusieurs à réfléchir autour de la situation pour amener des outils et des aménagements qui soient réellement efficaces. Mhm. Ok. Juste par curiosité, parce que ça, j'avais jamais entendu. Dyspraxie, t'as dit, c'est quoi? Oui, c'est les troubles des praxies. Les praxies, c'est tous les gestes qui ne sont pas innés. Donc, ça peut être marcher, colorier, découper, voilà, tout ce qui a plutôt attrait au corps, faire du vélo, apprendre à nager, voilà, tout. Et juste parce que, tu vois, comme je connais pas, ça serait par exemple un enfant qui va avoir vraiment des difficultés, par exemple, à apprendre à marcher, c'est ça, à faire du Ouais, vélo, si je ouais, c'est comprends ça. bien? Ok. C'est des enfants qu'on dit souvent très maladroits. Ils trébuchent, ils ont du mal à monter les escaliers, ils renversent le verre, ils ont du mal à utiliser les couverts pour manger. Euh, quand, quand ils utilisent des crayons, c'est pas toujours très précis. Voilà, le geste est très saccadé, n'est pas vraiment fluide. Donc, ouais, c'est vraiment des difficultés à utiliser son corps pour faire des gestes qui ne sont pas innés. Ok. Bah, tu vois, intéressant, je connaissais pas celui-là, donc tu vois, on en apprend tous les jours. Mais c'est ça aussi que je trouve c'est important, c'est parce que parfois le parent, il pourrait, tu vois, allez, un parent qui comme moi connaît pas, va voir que son enfant peut-être il trébuche et qu'il est maladroit, mais il va peut-être pas se dire, bah, en fait, il faudrait peut-être l'aider. Il va se dire, bah, il est empoté, comme on peut entendre, et puis voilà, j'ai pas de chance, quoi, mon enfant il est empoté, voilà. Oui, ou alors il va remarquer que son enfant va pas bien parce que c'est un enfant qui est triste ou qui est beaucoup dans la colère et en grattant et en allant voir un petit peu dans les différentes sphères de la vie, ben, on peut aussi détecter certains signes qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille pour des troubles de l'apprentissage. Oui. Ok. Mais après, vraiment, Ouais. les difficultés affectives, elles ne sont pas forcément liées à un trouble de l'apprentissage. Hein. C'est régulier pour ce genre de public, mais voilà, il y a des enfants qui sont tout à fait lambda, je vais dire, ou qui n'ont pas de trouble de l'apprentissage, qui peuvent rencontrer des difficultés relationnelles ou des difficultés affectives. Et donc là, la psychoéducation peut tout à fait jouer un rôle important. Mhm. Ouais. Et juste là, je me demandais par rapport à, tu vois, au dernier trouble, est-ce que c'est à un certain âge, du coup, qu'il faut commencer, entre guillemets, à faire attention, tu vois, le parent, s'il voit que l'enfant est un peu maladroit, parce que je suppose que quand ils sont petits, qu'ils apprennent, c'est aussi normal, hein, de renverser et tout. Est-ce Oui. que c'est, je sais pas, moi, on va dire à partir de,
je sais pas quel âge qu'il faut se dire, bah là, en fait, il y a peut-être un dysfonctionnement et ça serait intéressant d'être peut-être accompagné. En tout cas, oui, il y a certains critères parfois à observer, mais après, l'âge et le développement, je trouve que c'est toujours très aléatoire d'un enfant à l'autre. Je pense que ce qui est surtout important de retenir, c'est que c'est un trouble qui est durable. Et donc, les enfants peuvent avoir rencontré certaines difficultés ou ouais, quelques petits retards de développement et qui sont tout à fait OK, qui vont se résorber par la suite. À partir du moment où c'est durable, où on observe vraiment que ces difficultés durent dans le temps, alors là, en général, il faut se poser un peu des questions et éventuellement en discuter autour de soi, soit avec l'instit, soit avec d'autres personnes ressources autour, mais en disant, mais quand même, j'ai observé ça, et je me questionne, est-ce que c'est tout à fait OK? Est-ce que on est toujours, est-ce que ça pourrait toujours être un retard ou pas? Donc voilà. En général, les diagnostics ils sont posés à partir de la deuxième primaire pour tous les troubles de l'apprentissage, justement parce qu'il faut que ces difficultés persistent dans le temps pour pouvoir poser ce diagnostic, quoi. Donc avant ça, on peut juste être alerte et se dire, tiens, c'est quand même interpellant qu'il renverse tout le temps, ou bien qu'il a vraiment du mal à s'habiller tout seul, parce que moi je me rappelle de son frère là au même âge, quand même ça roulait, donc c'est quand même bizarre. Donc voilà, donc avant la deuxième primaire, c'est vraiment plutôt des signes auxquels il faut être attentif, mais à partir du moment où ça dure dans le temps, c'est qu'il vaut mieux en parler à quelqu'un d'extérieur, je pense. Et je suppose aussi, c'est, on va dire, dans ce cas-là, par exemple, c'est l'enfant, il va cumuler, hein, parce que genre, un enfant qui a du mal d'apprendre un vélo, mais que c'est le seul truc qu'il a du mal, c'est pas pour ça qu'il a ce trouble, c'est juste qu'il a peut-être juste du mal d'apprendre un vélo. On est Oui, d'accord que oui, il faut qu'il y ait plusieurs, voilà, comportements, je sais pas quel mot oui, si, utiliser, ouais. ouais, ok. Oui, en général, les signes, ils sont multiples et donc oui, après, on va poser des questions. Si le parent a remarqué des difficultés pour apprendre à nager ou apprendre à faire du vélo à deux roues, mais alors le professionnel va aussi questionner les différentes sphères d'apprentissage pour voir s'il y a d'autres choses qui poseraient éventuellement problème ou si c'est juste une difficulté isolée, quoi. Mhm. Oui, parce que moi, dans mon cas, j'ai eu un peu de mal à apprendre à nager vu que j'avais peur de l'eau. Donc, c'est Oui, sûr que c'était pas du tout confortable pour moi d'apprendre à nager. Donc, oui, oui, c'est ça. Oui. Les signes doivent être multiples, ça c'est sûr. ouais, Ouais. ouais. Ok. Du coup, je suppose, donc toi, tu reçois au centre, c'est ça? Est-ce que tu reçois aussi d'autres endroits? Est-ce que ça se fait en ligne, qu'en présentiel? Comment ça se passe, je veux dire, concrètement? Bien, moi, oui, je reçois dans un seul centre, parce que c'est mon centre de cœur, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce que j'adore mes collègues, je les trouve à la fois très très chouettes à fréquenter, mais aussi elles sont d'une compétence incroyable et donc je trouve qu'ensemble on fonctionne bien. Donc voilà, ce centre il se trouve à Jambes, donc c'est sur Namur, et je reçois le mercredi après-midi. Et donc oui, moi j'aime vraiment l'aspect relationnel et donc j'aime que ça soit en présentiel parce que j'ai moins ce flot de contact, je vais dire, en visio qu'en présentiel. Donc j'aime vraiment être au contact des Et jeunes. puis, avec les enfants, je suppose aussi, c'est plus, enfin, un enfant en visio, ça voudrait dire qu'il doit aussi peut-être rester devant l'écran, moins bouger. Comme tu fais des Ouais, activités, ben, c'est aussi normal ouais. que ça soit plus interactif et plus agréable aussi pour l'enfant de le faire en présentiel. Comme tu disais, à un moment, si tu vas aller dehors, tu vas pas dire à l'enfant, prends ton téléphone et enfin, Et c'est c'est pas la clair. même chose, quoi. Étant donné que le public avec lequel je travaille, ben c'est sûr que c'est quand même plus opportun de le faire en présentiel. Oui, oui. Mhm. Ok. Petit, petit mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de dire, peut-être tu vois, aux parents qui nous écoutent, qui peut-être se posent des questions, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour conclure? Je vais dire ça comme ça. Mais spontanément, je pense à faites-vous confiance, vraiment. Écoutez la petite voix intérieure que vous avez en vous et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors allez, je ne vais pas dire consulter, mais parlez-en autour de vous. Ne serait-ce que ça, c'est déjà pas si mal. Pas forcément avec des professionnels, mais peut-être avec d'autres parents autour. Je pense que, je pense que c'est déjà pas mal de pouvoir en parler autour de soi. Et Et même, vraiment,
se faire confiance, quoi. Ouais. Si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Ouais. parlons-en et essayons de s'entourer au mieux pour pouvoir trouver des pistes. Et aussi, se faire confiance, c'est aussi se dire, ok, mon enfant, peut-être qu'il traverse un moment qui est pas chouette, mais je lui fais confiance et ça va aller. Ensemble, on est une bonne équipe et je suis présente pour lui et ça va aller en fait. Ouais. Et comme tu disais, ça peut être aussi en discuter avec l'instituteur, l'institutrice. Eux aussi, ils peuvent avoir peut-être vu des choses, ou même s'ils l'ont pas vu, comme le parent va en parler, peut-être qu'ils vont être plus attentifs. Parce que je suppose aussi, là, comme on parlait d'émotions, ça pourrait être aussi qu'il y a une situation familiale compliquée, et du coup, ça joue sur l'enfant, et l'enfant, peut-être pendant quelques semaines, va être plus Oui, perturbé. oui, Ça aussi, c'est pas pour ça que l'enfant a un souci, c'est juste, les enfants, c'est aussi des éponges, donc en fonction ouais. de ce qu'il y a autour d'eux, c'est aussi parfois ça qui Oui, fait que peut-être il y a des émotions aussi ou quoi. les situations sont vraiment très, très aléatoires. Il y a des situations qui demandent un suivi vraiment régulier et peut-être à plus long terme. Mais il y a des situations où, en fait, on a juste besoin d'un petit coup de pouce, soit en tant que parent, soit pour l'enfant. La psychoéducation, c'est aussi permettre un temps d'écoute et d'échange aux parents. C'est pas juste destiné aux enfants. On prend aussi ce temps de rencontre et de partage pour pouvoir soit écouter le parent, soit euh, proposer certaines pistes, parce qu'on n'impose rien, on n'a pas non plus la science infuse. L'idée, c'est vraiment de discuter ensemble et de réfléchir ensemble à la situation. Donc, Mhm. voilà. Ok. Mais je suppose, du coup, ça pourrait être des parents viennent à la première séance avec l'enfant et en discutant, on se rend compte qu'en fait, le problème, je veux dire ça comme ça, hein, avec des guillemets, vient des parents parce que c'est peut-être eux qui sont hyper stressés et tout. Du coup, c'est l'enfant, il a tout pris, mais que l'enfant lui-même, il est bien. Et une fois que le stress des parents disparaît, en fait, il n'y a même pas vraiment de travail sur l'enfant à faire. Oui, 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 tout à fait. Surtout dans ces cas-là, t'as mis vraiment le doigt sur la situation type. Souvent, quand les parents amènent un enfant en disant, oh là là, j'ai un enfant vraiment très anxieux, très très stressé. Finalement, quand on creuse, l'anxiété ne vient pas tout à fait de l'enfant, mais vient des parents. Et donc, d'où l'intérêt de travailler ensemble et d'y réfléchir ensemble, quoi. C'est vraiment, c'est important de voir la situation de manière globale et pas juste d'avoir des œillères juste ciblées sur l'enfant ou sur sa scolarité ou sur voilà, je pense que c'est vraiment chouette de pouvoir prendre de la hauteur et d'observer un peu comment les choses interagissent les unes avec les autres. Mhm. Je pense que les enfants sont des beaux miroirs pour les parents, hein. Oui, c'est vrai, Même s'ils ont peut-être pas toujours envie, c'est là, quoi. c'est vrai, absolument. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pauline, pour cette belle interview, hyper intéressante. Et voilà, j'espère que ça, du coup, ça pourra peut-être éclairer certains parents si, voilà, ils ont des enfants et qu'ils se posent peut-être des questions, si les enfants ont des difficultés ou qu'ils voient que leur enfant se sent peut-être pas hyper bien. De toute façon, je mettrai tes coordonnées et peut-être parce que ça, le centre, je l'ai pas. Donc, si tu as envie de mettre après en commentaire le centre, tu peux, comme ça, si les gens, voilà, veulent prendre contact avec toi directement ou par le centre, comme ça, ils pourront te retrouver facilement. Ça marche, super. Voilà. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, je retrouverai Clémentine et on parlera d'astrologie. Voilà. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Salut!